Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Les retombées de la mission ivoirienne aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale se font déjà sentir. 3 accords de financement ont été signés pour une enveloppe d'environ 157 milliards de francs CFA. Des accords portant entre autres sur la mise en œuvre de la politique de transformation de la NACAD. Malgré les progrès réalisés au cours de ces dernières années, le secteur du vivrier ivoirien repose sur de petites exploitations. Face à ce défi, le CNRA, Centre de recherche agronomique, propose des technologies performantes. Quelles sont-elles? On en parle dans ce journal. Et puis la brigade mondaine vient de mettre fin aux activités d'un réseau de proxénètes dans la commune de Port-Bouët. Les membres du groupe ont été démasqués grâce à la collaboration d'une de leurs victimes. Voilà pour les titres. Les retombées, je vous le disais tantôt, de la mission ivoirienne aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale se font déjà sentir. Au samedi, au siège de l'institution, 3 accords de financement ont été signés pour une enveloppe d'environ 157 milliards de francs CFA, accords portant entre autres sur la mise en œuvre de la politique de transformation locale de l'ANACAD. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Elle est notre envoyée spéciale à Washington. 11e étage de la Banque mondiale, échange chaleureux entre délégations ivoiriennes et membres de l'institution avant la signature de 3 accords de financement. Enveloppe globale, 295 millions de dollars. Nous rentrons donc à Abidjan avec 3 accords que nous venons de signer, 3 accords de prêt avec la Banque mondiale. L'un relatif donc au financement de la filière donc Anacard, qu'on appelle Bird Enclave. Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Et les plus heureux, ce sont les acteurs du secteur Anacard. Plus de 107 milliards de francs CFA pour booster la transformation locale. L'Anacard est devenu un produit extrêmement important pour la Côte d'Ivoire puisque c'est le 3e produit d'exportation après le pétrole, et après le cacao et les produits pétroliers. Il n'est pas possible de continuer plus longtemps et durablement à exporter des noix brutes de cajou quand la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent. La transformation apporte beaucoup de valeur ajoutée et surtout beaucoup d'emplois. Avec eux, le secteur de la gestion du foncier rural. L'agence en charge d'élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier vient aussi d'avoir l'appui financier de la banque, avec en plus l'expertise pour l'accompagner. Une filière du foncier a été ouverte à l'École nationale d'agronomie de Yamoussoukro. Nous comptons au bout de 2 ans avoir 200 agents du foncier rural bien formés qui seront très proches des populations pour appuyer les sous-préfets et les organes déconcentrés du ministère de l'Agriculture pour que ce ne soit plus désormais au petit bonheur dans l'approximation que des gens aillent parler aux populations de la question foncière. Autre secteur pris en compte, celui pour l'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'enveloppe permettra d'améliorer la gestion des problématiques liées au changement climatique en général et à l'érosion côtière et inondations en particulier. Et si la Banque mondiale s'engage de plein pied avec la Côte d'Ivoire, c'est que pour elle, le pays est celui sur qui il faut compter. La Côte d'Ivoire est un client de la Banque mondiale qui est important, un pays qui a eu des taux de croissance parmi les plus élevés dans la sous-région, avec une production agricole qui est l'une des plus fortes et des plus diverses en Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons pu, avec les autorités ivoiriennes, mettre en place un certain nombre de projets, de programmes qui permettront justement d'accroître la production agricole, de relancer ce secteur qui est un secteur extrêmement important, particulièrement dans l'anacardier. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans 1 mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan et justement pouvoir
offrir aux populations ivoiriennes des services d'assainissement qui soient à la hauteur de leurs aspirations. La rencontre a été aussi l'occasion d'ébaucher des projets à venir, dont l'érection de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan qui devrait permettre de décongestionner la capitale économique du pays. Voilà, la délégation ivoirienne est donc conduite à Washington par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, en marge de ces assemblées du FMI et de la Banque mondiale, multiplie les rencontres. Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec la présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Le compte-rendu de l'audience accordée au chef du gouvernement ivoirien dans nos prochaines éditions, ce sera toujours avec Alexis Ouedraogo. Mais avant, le Maroc veut intégrer la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On en parle ce soir. La demande suscite beaucoup d'interrogations de divers ordres. À cet effet, justement, le cercle de pensée marocain Amadeus mène une série de rencontres dans les capitales de l'Afrique de l'Ouest. Et notez qu'après Dakar, le 29 mars dernier, c'est maintenant au tour de la Côte d'Ivoire, au tour donc d'Abidjan, d'abriter les échanges sur la problématique de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une entité régionale, le Maroc, un pays arrimé à l'économie mondiale qui veut faire ses classes en matière d'intégration. Nous sommes comme des élèves. Nous avons tout à apprendre en matière d'intégration régionale, surtout qu'au niveau transversal, c'est-à-dire nord-africain, il n'y a pas d'intégration régionale satisfaisante. Donc le Maroc a fait le pari de l'Afrique. Le Maroc, en retournant à l'Union africaine, a voulu démontrer de manière irréversible sa profondeur ouest-africaine, mais son attachement à son continent d'appartenance. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nos racines sont africaines et qu'elles resteront africaines. Le premier produit exporté par le Maroc est l'automobile, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. À côté de ça, le Maroc a développé des plans sectoriels très importants, notamment le plan Maroc vert en matière d'agriculture, qui lui a permis vraiment de pouvoir construire son PIB agricole, de pouvoir le développer. Sur le plan énergétique, aujourd'hui, la plus grande centrale solaire au monde est marocaine. Dans le domaine aussi du tourisme, le Maroc a pu développer un tourisme durable avec tout un plan qui lui a permis aujourd'hui d'être la première destination touristique africaine. Pour information, le Maroc reçoit chaque année 13 millions de touristes. Le Maroc dans la CEDEAO, élargissement ou approfondissement, on peut affirmer que c'est les deux à la fois. Le Maroc étant dans une position économique légèrement meilleure que les autres pays membres de la CEDEAO, à l'exception peut-être du Nigeria, donc cela peut nous amener à diversifier, ce qui ferait un approfondissement, c'est-à-dire en termes de plus grande production, d'industrialisation au sein de la CEDEAO. À ce niveau, les pays doivent prendre l'engagement de jouer le jeu en toute objectivité. Il faudrait absolument que chacun des pays joue le jeu et démantèle cette protection tarifaire. C'est-à-dire que ça peut être des subventions à ces entreprises, ça peut être des impôts, des droits de douane qu'il impose sur ces importations. En les démantelant, les entreprises qui sont au sein d'une même zone sont confrontées sur la base de leurs capacités intrinsèques. Donc, leurs coûts de production ne seront pas surfacturés ou sous-facturés. De sorte que ce sont les entreprises qui ont réellement la capacité d'exister, qui vont exister, c'est-à-dire qui produisent à qualité égale les biens et les services au prix les moins élevés. Observer ces bonnes pratiques, c'est bien, mais faire adhérer les peuples et prendre des précautions culturelles, c'est mieux. Au-delà de la signature de l'accord de principe par le chef d'État, il leur était indiqué qu'il y ait des débats publics pour voir dans quelle mesure on peut mieux expliquer aux opinions publiques marocaines et d'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, il va falloir procéder à des réglages, non seulement économiques et financiers, mais même à des réglages culturels. Voilà qui va transformer les relations bilatérales en une intégration à une entité, la CEDEAO.
Reportage signé Noël Niagno. Les opportunités et avantages qu'offre le Maroc en matière d'enseignement supérieur, il en a également été question lors d'une rencontre d'étudiants. L'association des élèves étudiants et stagiaires de Casablanca a organisé un forum dit de conseil et d'orientation à l'intention donc des futurs bacheliers des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. L'objectif était de mettre en lumière les réalités et les conditions de vie des étudiants ivoiriens à Casablanca, au Maroc. On en parle avec Sephora Zegui et Adama Okone. Le Maroc, une destination prisée par les Ivoiriens dans la poursuite de leurs études. Mais la quête du savoir dans le royaume chérifien ne se déroule pas toujours aisément pour ces étudiants qui, pour la plupart, sont à leur première expérience de vie à l'étranger. Un forum donc pour informer, conseiller et orienter les futurs bacheliers. Il était important pour nous, en tant qu'association des étudiants ivoiriens de Casablanca, qu'on puisse effectuer un tour en Côte d'Ivoire pour parler des réalités, pour préparer déjà ceux qui doivent effectuer les déplacements pour niveau des études au Maroc, ce à quoi il faut se préparer, les conditions, les mesures à prendre pour ne pas être surpris. En plus de mettre à la disposition des futurs étudiants toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les documents à fournir pour leur inscription dans les écoles et universités marocaines, les conseillers d'orientation ont présenté les avantages d'étudier au Maroc. Au niveau académique, il y a une rigueur dans l'enseignement. Il y a rarement des troubles. C'est un pays qui est industriel. C'est une plaque tournante de l'industrialisation. Et il y a non seulement la théorie qui est enseignée, également la pratique. Voilà, le matériel est mis à disposition, les équipements sont mis à disposition des étudiants afin de pouvoir s'imprégner du secteur dans lequel ils étudient. Au sortir du forum de conseil et d'orientation, les participants semblent avoir de nouvelles options pour leurs études supérieures. Le Maroc est un pays africain, mais en matière de technologie, ils sont mieux développés. Moi, je suis dans le domaine de l'industriel. Le Maroc est mieux développé que la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'aimerais partir étudier au Maroc. Le forum de conseil et d'orientation de l'association des élèves étudiants et stagiaires ivoiriens de Casablanca est à sa première édition. On change complètement de sujet à présent. Notez que malgré les progrès réalisés au cours de ces dernières années, eh bien, le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire repose sur de bien petites exploitations. Face donc à ce défi, le CNRA, le Centre de recherche agronomique, propose des technologies performantes. Mais quelles sont-elles? Quel est l'apport de la recherche pour atteindre donc la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? Le dossier de ce soir est signé Jean-Louis Bambo. Depuis qu'il s'est lancé dans la production de bananes de contre-saison, Albert Kanga est convaincu de faire œuvre utile. En Côte d'Ivoire, on a une période où la banane sort beaucoup. Et à un certain temps de l'année, la banane disparaît. Et c'est ce que j'appelle la production contre-saison. Ça nous permet d'avoir la banane au moment où il n'y a pas de banane. C'est une manière aussi de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. La bananeraie d'Albert Kanga s'étend sur une superficie de 15 hectares, dont 5 sont essentiellement dédiés à la production de bananes de contre-saison. Albert est devenu un spécialiste de la contre-saison en 2014 grâce au Centre national de recherche agronomique. Pour produire la contre-saison, ce n'est pas facile. La banane doit fleurir dans le mois de février où il n'y a pas d'eau. Or, un bananier qui n'a pas d'eau ne peut pas donner un bon régime. Mais Dieu merci, avec les nouvelles variétés du CNRA, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment entre 25 et 30 tonnes à l'hectare. Albert est l'un des principaux fournisseurs des grandes surfaces et les marchés du vivrier en Côte d'Ivoire. En dehors de la banane, plusieurs autres spéculations vivrières ont fait l'objet de recherches scientifiques. Nous sommes à la station de recherche sur les cultures vivrières du CNRA à Bouaké. Ici, le docteur Dibi et son équipe achèvent leurs travaux sur de nouvelles variétés de patates douces. 3 variétés ont déjà été sélectionnées et sont vulgarisées en milieu paysan. Ces variétés ont fait l'objet d'études en station pendant de nombreuses années. En plus, elles ont été sélectionnées avec la collaboration de paysans dans différentes zones de la Côte d'Ivoire. La force de cette variété, c'est sa forte valeur nutritionnelle et son cycle de production assez court. L'accent chez nous ici est mis sur la sélection de variétés à chair orange, c'est-à-dire des variétés qui sont riches en provitamine A. En 3 mois, 4 mois, elles permettent d'avoir des rendements très élevés, 15, 20, 25 tonnes par hectare.
Depuis 1998, ce sont près de 80 variétés améliorées de cultures vivrières qui ont été mises en place par le Centre national de recherche agronomique, entraînant pour certaines un boom de la production. Pour le manioc, sur un hectare, au lieu d'avoir 20 tonnes, quand on cultive une variété locale, une variété traditionnelle, aujourd'hui, si on cultive les variétés du Senra, on peut atteindre 30 à 40 tonnes. Proposer des technologies performantes, tolérantes aux maladies et riches en nutriments afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, la recherche se trouve confrontée à quelques obstacles. La recherche coûte très cher. Souvent, on ne compte même pas le financement et il faut s'occuper du chercheur lui-même. Il faut les infrastructures. La production annuelle des vivriers est estimée à 16 millions de tonnes et procure à l'économie ivoirienne un chiffre d'affaires de plus de 1500 milliards de francs CFA, représentant 12% du PIB. Ce secteur occupe environ 85% de la population agricole active et est en majorité constitué de femmes. Les cultures vivrières ont permis d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, à l'exception du riz, dont la demande est satisfaite à près de 30% par des exportations. Je vous le disais, en titre, la brigade mondaine vient de mettre fin aux activités d'un réseau de proxénètes dans la commune de Port-Boué. Le réseau promettait des emplois à des jeunes filles depuis le Nigeria et une fois à Abidjan, les contraignait à la prostitution. Les membres du groupe ont été démasqués grâce à la collaboration d'une de leurs victimes. Abou Sanogo pour en savoir davantage. Le moment est au regret pour cette jeune fille qui implore la clémence des hommes de la brigade mondaine. Elle fait partie d'un réseau de proxénètes et de traite d'enfants. Ses complices et elle ont réussi à faire venir du Nigeria une jeune fille âgée de 16 ans aux fins d'exploitation et de prostitution avec menaces et contraintes pendant 2 semaines. On m'a dit que je devais aller à Dubaï pour travailler dans un restaurant. Elle était à l'hôtel avec les ravisseurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer l'hôtel. Donc on les a emmenés dans un ghetto. Mais là, la demoiselle qui pleurait tout à l'heure s'occupait d'elle. L'élément majeur même dans cette histoire de proxénétisme m'a dit que si je refusais, qu'il allait m'emmener dans un lieu, il ne pourrait pas m'échapper, que j'aurais encore plus de problèmes. Si elle a refusé de se prostituer. Ce réseau a été vite démantelé dans la commune de Port-Boué. On les a interpellés dans un ghetto de prostituées situé précisément dans les environs du marché de nuit à Port-Boué. Mais ils iront plus loin en demandant une rançon aux parents de leurs victimes. Ils la séquestrent. Ils appellent le père de cette jeune fille qui réside à Dubaï. Ils demandent une rançon avant de libérer la jeune fille. Le papa a appelé l'ambassade de Dubaï et on a transféré l'appel à mon bureau. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a des gens qui l'ont appelé d'Abidjan. Ils ont fait venir sa fille en Côte d'Ivoire ici. Et on lui demande une somme de 300 000 naira, ce qui équivaut à 500 000 francs CFA, pour pouvoir libérer sa fille. Les ravisseurs seront face au procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Quant à la jeune qui revient de loin, elle n'a qu'une seule envie, retrouver au plus vite sa famille au Nigeria. Direction la région de la Bagoué où la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Kone, était récemment. Mariatou Kone était précisément à Tengrela où elle apportait la compassion du gouvernement aux victimes des crises en Côte d'Ivoire. 37 victimes et ayant droit de victimes ont reçu des chèques d'un montant de 36 millions de francs CFA. Après Daloa et tout le pleu, Cap suit Tengrela le week-end dernier pour apporter compassion et réparation aux victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a distribué des chèques et prises en charge médicale à 37 victimes composées de 35 ayant droit de personnes décédées et de 2 blessés. Montant total, environ 36 millions de francs CFA. La ministre en charge de l'indemnisation des victimes a exhorté les victimes au pardon, mais aussi à la vigilance. Elle a rappelé la gratuité de l'opération et réitéré la volonté du chef de l'État
d'apporter réparation à toutes les victimes sans distinction. La seule condition, être victime de l'une des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011, a-t-elle précisé. Chèque et prise en charge en main, les victimes empreintes d'émotions ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Par le souvenir de la perte de ma fille, mais quand même, ce que le gouvernement a posé comme acte, j'en suis vraiment ravi parce que bon, j'ai su que c'est un gouvernement solidaire qui pense même à ceux qui ont des problèmes. On est très contents. Nous remercions Monsieur le Président de la République d'avoir à penser vraiment à nous, les victimes du département de Tengrela. Daloa, tout le pleu. Aujourd'hui, Tengrela, ce sont environ 235 millions de francs CFA qui ont été distribués à plus de 250 victimes et ayants droit de victimes en seulement 2 semaines. Pour rappel, ces réparations rentrent dans le cadre de la grande phase du processus d'indemnisation lancé par la ministre Mariétou Koné le 30 octobre 2017 à Abidjan. Voilà un reportage signé Kader Sogodogo, avec qui on reste pour parler cette fois du Rassemblement des femmes républicaines. Le RFR a donc effectué sa rentrée politique à Bouaké. Elles sont venues des 4 coins du pays pour ce grand rassemblement. Notez que c'était une rentrée politique des femmes du RDR axée sur le parti unifié et les futures échéances électorales. Et c'était en présence de la secrétaire générale du RDR, la ministre Kandia Kamara. Le palais du carnaval de Bouaké a archi-comble aux couleurs du Rassemblement des femmes républicaines et aux allures de fête. Ces femmes venues de toute la Côte d'Ivoire effectuent ainsi leur entrée politique. Un retour placé sous le signe du parti unifié et des élections municipales et régionales à venir. La présidente des femmes du RDR s'y met. Camarades militantes, les femmes sont bien au cœur de la politique de renouveau de notre président. À la tête de l'État, en moins de 10 ans, le président Alassane Ouattara a tant apporté pour alléger les souffrances des populations ivoiriennes en général et en particulier des femmes. Cette rentrée politique bénéficie de la présence de la secrétaire générale du RDR, la ministre Kandia Kamara, ex-présidente du RFR. L'actualité politique, le parti unifié, ne passe pas sous silence. Je voudrais vous demander d'applaudir tous ces présidents qui ont signé l'accord politique pour la création du Rassemblement des sous-politiques pour la démocratie et la paix, le RHDP. C'est un acte historique. Depuis 2005, nous sommes ensemble. Depuis 2005, les partis membres du RHDP sont ensemble. Et je dirais que nous sommes dans des fiançailles depuis 2005. À présent, nous voulons aller au mariage. Les militantes présentes marquent leur satisfaction. Vivement le parti unifié pour qu'on arrive vers la stabilité, vers la paix. Cette rentrée politique des femmes du RDR a vu la présence des femmes des autres partis membres du RHDP. Ma plage, mon pays, une initiative de l'ambassade des États-Unis. Il s'agit d'une opération coup de balai. L'action se déroule à Grand Bassam. C'est une action dont l'objectif est de sensibiliser les populations sur les déchets plastiques. Et justement, cela s'inscrit dans le cadre de la 48e journée mondiale de la Terre célébrée aujourd'hui même. Nadia Edia, Franck Wadio. 1500 personnes environ mobilisées à l'occasion de cette opération coup de balai pour rendre propre à 2 km de plage à Grand Bassam. Par cette action, la population est sensibilisée sur les questions environnementales et la nécessité de réduire la pollution marine. Pour cette deuxième édition, le thème choisi, mettons fin à la pollution plastique, des volontaires ont apporté leur contribution. J'ai vu que c'était une initiative à louer parce que vraiment, il faut dire que les plages sont vraiment sales, ça nous empêche de nous baigner. Organisée par l'ambassade des États-Unis, cette opération s'inscrit dans le cadre de la 48e journée mondiale de la Terre. Au-delà de ce nettoyage collectif, ce sont les consciences qui doivent être éveillées pour un environnement plus sain. Être présent ici aujourd'hui ne suffit pas. Nous espérons que vous ramènerez cet esprit de bénévolat dans vos communautés. Nous espérons que
que vous encouragez les gens à arrêter de jeter des ordures par terre, dans la lagune, sur la plage ou par les fenêtres de leur voiture. La plage constitue l'un des principaux attraits touristiques de la Côte d'Ivoire, avec 550 km de littoral à préserver pour le développement du tourisme et de bien d'autres activités économiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 22 avril, donc, journée mondiale de la terre. C'est l'occasion de rappeler combien il est important de protéger ce bien précieux qu'est la terre. La restauration du couvert forestier et la promotion d'une agriculture intégrant la préservation de l'environnement sont donc au cœur de la célébration. C'est ce que nous dit Grace Kando. La Journée mondiale de la Terre est l'occasion de discuter de l'environnement et des êtres qui peuplent la planète Terre. Elle a toujours été l'unique mère nourricière de l'humanité, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et sert aussi de protection contre les aléas climatiques. Pour donc protéger et préserver cette terre, le gouvernement ivoirien joue sa partition à travers plusieurs actions, entre autres le développement des énergies renouvelables réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la gestion rationnelle des ressources en eau, la restauration du couvert forestier et la promotion d'une agriculture intégrant la préservation de l'environnement et la construction de centres de valorisation et d'enfouissement technique pour une meilleure gestion des déchets. L'appel est donc lancé par les autorités afin que chacun puisse s'approprier cette volonté de préserver la planète en luttant notamment contre l'orpaillage illégal, la prolifération de sachets plastiques, la déforestation et les actes de pollution. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable entend tout mettre en œuvre pour traduire les initiatives sectorielles de la planète en actions concrètes, visibles et ayant un fort impact positif sur les conditions de vie des populations. Je vous invite à présent à faire le tour du monde en 7 jours. Qu'est-ce qui aura marqué la semaine écoulée durant donc ces 7 jours à l'international? Le 7/7 ce soir, c'est assuré par Olivier Irié et Abou Sanogo. Des tirs de roquettes et des assaillants déguisés en casque bleu montés à bord de véhicules piégés. Des échanges de coups de feu. Les camps de la mission onusienne MINUSMA et de la force Barkhane à Tombouctou ont été la cible samedi d'une attaque qui a fait au moins 1 mort et une quinzaine de blessés. Parmi eux, au moins 7 blessés français. Les députés de l'opposition au Tchad ont décidé de boycotter les travaux parlementaires relatifs à l'adoption de la nouvelle constitution. Les 33 députés de l'opposition sur un parlement composé de 170 députés dénoncent l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire et réclament une adoption par référendum. Le Zimbabwe a célébré ses 38 ans d'indépendance ce mercredi 18 avril. Pour la première fois, cet anniversaire s'est déroulé sans l'ex-président Robert Mugabe. C'est donc son successeur, Emmerson Mnangagwa, qui a tenu un discours largement consacré à l'économie lors d'une cérémonie dans le stade d'Harare. Depuis ce jeudi, l'île de Cuba a un nouveau président. Il s'agit de Miguel Díaz-Canel, un proche de Raúl Castro. Il a été élu avec 99,83% des voix par l'Assemblée nationale. Une élection sans suspense, puisqu'il était le seul candidat à sa succession. Pour la première fois depuis 1959 à Cuba, le président ne portera pas le nom de Castro. Au Sénégal, 125 députés ont voté en faveur du projet de loi au terme d'une journée de débat houleux à l'Assemblée nationale. La réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour les élections présidentielles de février prochain a été adoptée. Les candidats devront désormais recueillir les signatures d'1% des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. La capitale malgache a connu hier samedi une journée éprouvante. Des milliers de manifestants, dont des députés, ont bravé l'interdiction de manifester et sont descendus dans les rues pour dénoncer les nouvelles lois électorales. Des lois qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle.
3 morts dont 2 enfants asphyxiés par gaz lacrymogène et plus d'une dizaine de blessés. C'est le bilan provisoire des affrontements. Un attentat suicide a visé ce dimanche un centre d'enregistrement pour les élections législatives à Kaboul. Le dernier bilan fait état d'au moins 31 morts et 56 blessés. Cette attaque vient confirmer les risques de violence redoutés à l'occasion du scrutin prévu en octobre. Voilà, commentaire de Abou Sanogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à vous.